Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil, de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez. Profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écouter. On attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner, pour co-animer cet épisode, il y a toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité cette semaine est Charlène Clavel. Salut Charlène. Salut. Comme je te le disais en off, l'habitude sur ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité. Donc, je te laisse le micro pour quelques minutes pour nous dire qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as fait avant et puis évidemment ce que tu fais dans le triple effort maintenant. Déjà, bonjour à vous. Ça me fait plaisir d'être invitée sur ce podcast. Pour aller assez vite, moi c'est Charlène. J'adore le sport, donc j'en fais depuis déjà quelques années. J'ai démarré par le handball et j'avais envie aussi de goûter à un sport individuel, donc le triathlon depuis maintenant, je dirais 3 ans. Et à côté de ça, j'essaye de toujours continuer aussi un projet qui me tient à cœur, donc continuer mes études. Je suis en école de kiné à côté et j'ai 30 ans déjà. Ça passe vite, mais je prends toujours énormément de plaisir dans ce que je fais et j'espère encore continuer longtemps à faire du triathlon et à m'épanouir dans ce nouveau milieu. On va revenir justement dans les prochains épisodes sur tes carrière sportive. Tu dis j'ai 30 ans déjà. 30 ans ça va, c'est encore jeune. Donc 30 ans déjà entre guillemets, ce qui veut dire que tu as déjà eu une première carrière sportive. À quel niveau tu jouais en handball ? À quel niveau j'ai joué en première division. Je suis passée par un pôle espoir, ensuite un centre de formation. Donc j'ai passé plusieurs étapes pour accéder donc en première division où j'ai évolué 8 ans j'ai été formée et évolué 8 ans dans le club de Nîmes. Et ensuite, j'ai terminé ma carrière, donc les 2 dernières années à Nantes. Qu'est-ce qui fait que t'as pas forcément poursuivi ta carrière de handballeuse et que t'as voulu te tourner vers un sport individuel, comme tu disais ? Tout simplement parce que j'avais déjà vécu beaucoup de choses. J'avais eu l'opportunité de jouer dans 2 clubs différents, donc on évolue au sein du groupe, on rencontre de nouvelles personnes. J'avais envie de goûter à autre chose. Tout simplement, je prenais déjà un petit peu moins de plaisir sur le terrain. Je suis quelqu'un qui adore être à l'extérieur. Je suis née en Lozère, donc on a un beau coin pour aller s'entraîner à l'extérieur. C'est vrai que j'ai toujours joué dans un gymnase avec un ballon et ça a été toujours délicat pour moi de faire un choix entre un sport d'équipe et un sport individuel. Donc l'opportunité s'est présentée et j'avais fini sur une bonne note à Nantes et j'avais également pris la décision de tenter une école d'entrée en école de kinésithérapie où il n'y avait plus de handball à haut niveau, donc c'est aussi quelque chose qui m'a entraînée vers le fait d'arrêter le handball et tout simplement aussi j'ai mon frère qui baigne dans le triathlon depuis quelques années et on avait coché un petit peu comme ça sur un coup de tête un 73 à Nice et c'était maintenant ou jamais. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Tout simplement, envie d'aller goûter à autre chose. Les années qui passent, sortir un petit peu d'une zone de confort et voilà, c'est un petit peu tous ces éléments-là qui m'ont fait que j'avais envie d'arrêter le handball. Mais tu t'entraînais quand même déjà un petit peu dans les 3 disciplines du triathlon. C'était pas quelque chose de complètement nouveau pour toi ? Oui, c'est vrai que déjà toute petite, j'ai eu fait quelques années de natation avant de démarrer le handball. Après, dans le handball en général, on a une trêve, je dirais, entre tout le mois de juin en général, on le prend pour nous pour rentrer un petit peu et se reposer. Et moi, c'est vrai que j'aimais bien en tout cas retourner chez moi en Lozère et
toucher un petit peu à autre chose, faire du VTT, du vélo à l'extérieur ou même aller courir. C'est des sports qui m'ont toujours beaucoup attirée et que j'ai toujours suivi de près. Donc les trois à la fois, c'est sûr, c'était comme du triathlon et j'ai eu aussi déjà, j'avais fait quelques petites compétitions comme ça à côté de chez moi, quelques triathlons où j'avais pris beaucoup de plaisir. Donc c'est un sport que je suis et sur lequel j'ai envie d'essayer de me tester. Ok, donc c'est un peu un sport de famille alors. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un sport où j'ai mon frère qui en fait depuis quelques années. C'était aussi une occasion de le partager ensemble, de se déplacer sur les compétitions et même s'entraider dans l'effort, partager quelques entraînements, tout ça. Voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça et puis on avait aussi quelques amis en Lozère qui en faisaient, des connaissances dans le milieu du triathlon, voilà, tout ça mélangé a fait que j'ai eu envie de m'y jeter en juin 2018. Alors, juin 2018, tu te jettes dedans. J'ai vu que ta fiche athlète disait que tu avais déjà fait un premier beau résultat dès 2018 ou 2019. Juste avant, vu qu'on est encore sur l'épisode de présentation, je pressens un petit accent. Tu nous parles beaucoup de la Lozère. On a quelques auditeurs qui sont en Belgique, en Suisse, un peu partout. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une overview de la Lozère? Où est-ce que ça se trouve? Quels sont les coins les plus connus? Et puis surtout, quelle qualité tu as d'entraînement là-dedans au niveau eau libre, au niveau parcours vélo, au niveau parcours course à pied? J'imagine que c'est assez varié, non? Oui, c'est vrai que pour ça reste une petite ville, mais vraiment, c'est un coin très agréable avec beaucoup de parcours, que ce soit du dénivelé. C'est vrai qu'on a beaucoup de belles montagnes ici, avec des lacs aussi, où on peut aller nager assez facilement. Ça reste assez calme et facile d'accès. C'est là où j'ai grandi, donc clairement, je peux sortir de chez moi, aller courir, il y a des chemins partout. En même temps, c'est beaucoup... c'est assez simple et il y a des très beaux paysages. C'est situé entre Clermont-Ferrand et Montpellier. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on n'est pas très loin de Millau. C'est des coins, des espaces qui sont assez grands où il n'y a pas énormément de voitures. Moi, honnêtement, je me régale à m'entraîner ici. Après, je suis pas ici toute l'année. Je suis plus du côté de Vichy à cause de mes études, mais en tout cas, c'est un coin que j'apprécie rentrer pour venir m'y entraîner. Ouais. Charlène, on a passé en revue un petit peu ton passé hier. On t'a présenté. Tu nous as dit que tu étais une ancienne handballeuse. Tu t'es reconvertie au triathlon. Tu nous as expliqué un petit peu comment est-ce que tu étais passée du handball au triathlon et un peu pourquoi. J'aimerais qu'on vienne justement sur ce passé de handballeuse. Qu'est-ce que le handball et plus particulièrement le sport d'équipe a pu, à ton avis, t'apporter dans ta nouvelle vie de triathlète? Tout simplement, déjà, j'ai quitté ma famille pour intégrer un petit peu une structure où ça demande de la régularité dans l'entraînement. Il y avait beaucoup de... on rentre dans une structure à l'âge de 14 ans, on se retrouve un petit peu seul. Donc il faut arriver à faire ses marques, à s'entraîner régulièrement, à suivre un planning, à évoluer au sein d'un groupe. Donc c'est beaucoup quand même d'exigence, déjà à un jeune âge, où on grandit avec tout ça, avec tous ces éléments à prendre en compte. Donc c'est sûr que ça m'a permis d'évoluer déjà individuellement, mais aussi sur le plan sportif. Et après, donc les années ont passé, je suis rentrée dans un centre de formation, j'ai intégré le groupe de première division à l'âge de 18 ans. Donc c'est sûr qu'il faut savoir évoluer avec des filles qui sont un petit peu plus âgées, donc gagner en maturité, essayer aussi d'être efficace au sein d'un groupe, être assez performant à l'entraînement comme en compétition. Donc c'est forcément des choses qui m'ont permis de grandir et évoluer et dont je me sers aujourd'hui. Après, sur le plan mental aussi, c'est beaucoup de pression. On joue un petit peu tous les week-ends. Donc, c'est comment arriver à gérer les matchs importants, les matchs où c'est serré, les dernières minutes où ça peut se jouer rien que sur un tir. C'est beaucoup de choses que j'ai appréhendées, en tout cas grâce à ce sport-là. Et puis même, ça reste pour moi un sport de combat
Donc j'aimais particulièrement la défense. On parle aussi beaucoup d'attaque, mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup la défense. C'était certainement ma force dans le handball. Donc par exemple, quand je repense à mes dernières compétitions de triathlon où ça se joue un petit peu sur un semi à la fin d'un long effort où t'es à la bataille, où tu te bats. Enfin pour moi c'est des choses qui peuvent se ressembler, où il faut essayer de rester fort et lucide jusqu'au bout. Donc voilà, pour moi c'est des choses qui se ressemblent sur ces deux sports. Et puis voilà, après on pense aussi souvent que je dirais le handball ça reste un effort de 2 fois 30 minutes, donc c'est assez court mais c'est assez répété. Donc on jouait tous les week-ends, ça peut être même parfois 2 matchs par semaine, sans compter les longs déplacements parfois à l'étranger sur les grands championnats comme les Coupes d'Europe. Donc il faut quand même essayer de rester endurant, mine de rien, essayer de répondre au présent à tous les matchs. Donc ça peut aussi se retranscrire dans le triathlon. Pour moi voilà, il y a beaucoup la palette est assez large et puis c'est des choses qui me servent aujourd'hui, que ce soit pour gérer la pression ou pour rester lucide jusqu'à la fin. Et puis peut-être aussi j'ai réussi à développer des qualités physiques, je dirais forcément peut-être plus de puissance, d'explosivité, mais il faut pas croire non plus que le hand c'est qu'un sport de ballon. Nous on s'entraînait dur, je dirais généralement tout le mois de juillet et le mois d'août. C'était de la longue préparation physique où on court quand même beaucoup, on fait pas mal de musculation. Donc c'est forcément des choses que j'ai construites au fil des années et qui me servent aujourd'hui dans ce sport-là. Ouais. Alors justement, je voulais revenir sur la partie physique. Tu dis que vous vous entraîniez beaucoup et notamment juillet-août. Juste avant, quand tu dis que tu as intégré un club de première division, un centre de formation de première division, c'est-à-dire que tu étais sportif professionnel, tu étais payé pour jouer au hand, tu étais payé par ton club, tu étais payé par la fédération. Comment ça se passait à l'époque ? Oui, c'est ça en fait. On a des contrats à durée déterminée. Donc c'est le club qui nous gère. Après, en général, ça peut être des contrats de 2 à voire à 3 ans. Voilà, on ne gère rien, contrairement, je dirais, au triathlon où il faut quand même essayer d'aller trouver des sponsors et se débrouiller assez seul. Là, honnêtement, tout est pris en charge par le club. Après, on a parfois des avantages, comme un appartement qui peut être pris en charge. Tout ce qui est déplacement, c'est pris en charge par le club également. Donc non, c'était assez simple pour ça, de ce côté-là, ouais. Tu parlais tout à l'heure d'attaque et de défense. Tu disais que tu étais plutôt une défenseuse au handball. En triathlon, c'est quoi ta stratégie ? T'es plutôt défensive ou offensive ? Non, mais c'est vrai, finalement, tu peux retrouver les deux aussi en triathlon. Je dirais que c'est assez particulier. J'ai tendance... La première partie du triathlon, donc la natation, est peut-être pas forcément mon point fort. Donc je pars avec quelques minutes de retard, même si j'essaie de progresser dans ce domaine-là. Et je dirais que par contre, en vélo, j'aime attaquer, j'aime essayer de justement rattraper ce temps-là et essayer de revenir sur mes concurrentes. Donc je dirais que c'est plutôt être offensive. Et en course à pied, si je le peux, je vais essayer de rester au contact et pourquoi pas essayer de me détacher. Ouais, je dirais que c'est différent, essayer de revenir dans ce contact-là avec être proche de mes concurrentes. C'est sûr que ça me rappelle un petit peu ce combat dans la défense où voilà, il faut essayer de rattraper cet adversaire, le tenir contre soi, de l'arrêter. Et moi, je le vis un petit peu différemment dans le triathlon, mais ouais, j'essaie quand même de rester offensive et de revenir dans la bataille et forcément essayer de la gagner à la fin. C'est clair qu'en tant que triathlète, finalement, tu représentes l'équipe à toi toute seule, donc forcément, il faut que tu sois un peu offensive aussi à un moment ou l'autre. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même, il y a des stratégies de course qui peuvent être, je crois qu'il y en a une infinité, surtout en triathlon. Mais on peut être un peu plus conservateur où on se dit en fait je vais essayer de voir un peu comment ça se passe et essayer de pas me cramer tout de suite et d'en garder pour la fin, ou bien on se dit en fait je vais essayer de les semer directement et comme ça au moins je prends de l'avance et je sais que je serai tranquille. Et bon voilà, c'est des stratégies qui sont très différentes. Je sais que à vélo souvent c'est
enfin pour ceux qui aiment bien le dénivelé, il y a un côté très psychologique aussi de dire quand tu dépasses quelqu'un, tu vois, essayer de disparaître juste avant le virage et à la limite même lever un peu le pied après le virage en disant bon allez ça va, c'est bon, il me voit plus. C'est con hein, mais c'est un truc, ça joue énormément au mental quoi. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est devant toi à vélo, il est à 100 mètres, à 500 mètres, bizarrement t'as plus de force que tu vois quand il y a personne. Donc c'est des stratégies qui sont effectivement très différentes. Oui, complètement. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi c'est vrai que si je prends mes 2 dernières courses, par exemple à Cagnes-sur-Mer, quand j'arrive à remonter et à reprendre pas mal de temps perdu en vélo, c'est sûr que ça te pousse et quand tu doubles un adversaire, t'as comme un petit peu un regain d'énergie et ça te donne envie de continuer. Et puis par exemple sur la partie course à pied, c'est sûr que c'est la dernière étape un petit peu, donc tu sais pas, enfin même toi t'apprends à te connaître aussi au fur et à mesure des courses, donc tu te dis est-ce que je vais arriver à tenir, est-ce que j'ai pas fait trop d'efforts pour revenir, donc c'est vrai que tu testes un petit peu l'adversaire, tu regardes aussi, même tu écoutes beaucoup, tu utilises un petit peu tous tes sens, t'écoutes la respiration, tu essaies de voir un petit peu comment ça peut réagir, tu peux tester, parfois... Par exemple, au Sable d'Olonne, quand on était toutes les 3 à se suivre sur le semi, à la fin, tu tentes parfois d'accélérer un petit peu, tu vois que ça revient, c'est vrai que c'est un jeu jusqu'à la fin où on tente plein de choses et c'est qu'une histoire de stratégie quoi. Complètement. Et c'est vrai qu'on observe énormément. Enfin, tu parlais des 5. Alors, je sais pas si ce sera les 5 sens en l'occurrence, mais en tout cas quelques-uns. Tu regardes déjà la foulée de la personne à côté de toi ou devant toi. Tu l'écoutes et puis tu vois aussi souvent à la tête qu'ils font quoi. En général, je sais que les triathlètes souvent quand il y a des U-turns et donc il y a un triathlète qui fait demi-tour et donc tu le croises, en général il y a toujours ce petit côté de bon OK là il faut que je redresse un peu le torse, je me tiens droit, je montre que je vais hyper bien, tu vois, et en fait dès que t'as passé ce stade-là, tu t'affaisses de nouveau et tu fais de nouveau une grimace. mais ouais parce que c'est clair, c'est beaucoup dans la tête quoi. Pour revenir sur la partie handball, en termes d'entraînement physique, vous aviez quelle charge d'entraînement à peu près dans la semaine? Parce que on le sait, le triathlon c'est hyper chronophage, ça demande souvent de doubler voire de tripler dans la journée. Au handball, c'était aussi très très intense en termes d'entraînement ou c'était beaucoup plus étalé, sachant que vous aviez des compétitions quasiment tous les week-ends, tu disais? Je dirais que c'est totalement différent. C'est vraiment en général la charge de travail est assez intense. On fait quand même plus de volume, si on peut dire, donc sur juillet et août, pour préparer un petit peu la saison à venir. Donc en général, là, on peut arriver à 2 entraînements par jour, mais avec beaucoup de préparation physique, que ce soit sur piste. On court quand même beaucoup. Ensuite, au fur et à mesure des semaines qui se rapprochent de la compétition, on va essayer un petit peu de tendre vers du spécifique, donc reprendre la tactique, la technique, mais toujours avec un travail de musculation. En général, on essaie de faire 2 entraînements de musculation par semaine. Et il y a ensuite donc les matchs amicaux qui vont se placer. Et après, au cours de la saison, ça sera en général, je dirais... peut-être sur 2 jours dans la semaine, on aurait 2 entraînements par jour, avec 2 musculations par semaine, une PMA par semaine en général, un bon travail de PMA en gymnase. Et après, c'est beaucoup en fait de travail placé, technique et tactique en fonction de l'équipe qu'on va rencontrer. Donc beaucoup de vidéos aussi. Des fois, ça pouvait être jusqu'à 2 heures de vidéos par semaine. Et voilà, après, je dirais globalement, ça pouvait représenter peut-être jusqu'à 20 heures d'entraînement semaine. Ça dépend. Donc, c'est à peu près comme le triathlète. Bon, après, ça dépend un petit peu de chacun, mais un triathlète, on va dire, de haut niveau, c'est une vingtaine d'heures par semaine en général. Oui. Voilà, après, donc, tu y es presque, quoi. Oui, en général, voilà, je dirais entre 15-20 heures, mais après, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu du calendrier, parce que parfois, quand il y a 2 matchs par semaine, c'est juste des petits rappels d'entraînement. Voilà. Après, c'est vraiment beaucoup de spécifiques, beaucoup d'attaques placées, du jeu avec ballon. Donc, c'est des efforts totalement différents. Ça sera pas un effort où tu vas partir pendant 4 heures. Ça sera en général une durée de 1h15 à 1h30 d'entraînement.
en gymnase. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as aussi des petites périodes d'affûtage? Autant avant un triathlon, on prend 1 ou 2 semaines où on lève un peu le pied et on a cette période d'affûtage pour se préparer, être au top de notre forme avant la course. Quand tu as 1 ou 2 matchs par semaine, comment ça se passe? En général, c'est des entraînements réguliers jusqu'à l'approche du match. Et ensuite, en général, les matchs se jouaient le samedi soir. Donc en général, on commençait un petit peu à diminuer la charge, je dirais le jeudi. C'était un petit peu de vitesse pour remettre un petit peu de vitesse dans l'entraînement. Et le vendredi, simplement, souvent du tir au poste. Enfin, pas vraiment de grande intensité, tir au poste avec beaucoup de tactique, replacer, un petit peu se remémorer tout ce qu'on avait vu à la vidéo, se resituer un petit peu l'équipe qu'on allait rencontrer. Et ensuite le samedi matin, juste un petit peu avant le match, juste du réveil musculaire, quoi. En général, les 2-3 jours avant le match, l'intensité redescendait. Et quand tu parles de vidéos, est-ce que c'est des vidéos de match de tes adversaires que tu vas affronter, ou est-ce que c'est des vidéos de toi, des gestes techniques, un peu comme en natation, souvent on a tendance à se filmer dans l'eau pour voir ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, etc. Mais honnêtement, c'est les deux. On va vraiment étudier les joueuses, en général les meilleures joueuses, sur lesquelles il faudra faire attention, essayer de mettre en place une tactique de défense qui pourrait marcher contre cette équipe, donc une stratégie comme en triathlon finalement. Et après, on va aussi étudier parfois notre comportement. C'est des équipes qu'on va rencontrer 2 fois, parce qu'il y aura un match aller, un match retour. Donc parfois, on va utiliser des vidéos de matchs qu'on avait filmé, donc déjà jouer l'équipe qu'on va rencontrer, donc sur le match aller. Et essayer d'étudier notre comportement, voir qu'est-ce qui n'y allait pas, qu'est-ce qu'on peut changer pour justement être meilleur sur le prochain match, quoi. Donc c'est vraiment les deux. Et dans ce cas-là, c'est quoi? Il y a quelqu'un, c'est l'entraîneur ou quoi qui filme le match, ou bien c'est des matchs qui sont diffusés à la télé ou autre? Les matchs en général sont quand même diffusés ou filmés en direct, en live, donc on arrive à récupérer ces vidéos-là et après les séquencer. Et ça, c'est quelque chose que tu fais aussi pour le triathlon, d'analyser un petit peu c'est plus difficile évidemment parce que t'as jamais toute une caméra sur un seul athlète toute la course, mais peut-être de te refaire des scénarios de course précédentes en fonction de tes compétitrices. Alors, j'ai jamais pu trop regarder des vidéos de moi en course. Alors après, j'en ai trouvé quelques-unes, mais pour voir un petit peu, oui, c'est assez curieux de voir comment on réagit, parce qu'on a une certaine image de soi, mais parfois on n'est pas du tout, on réagit pas du tout comme on l'imagine en tout cas. Et on a souvent, moi en tout cas par chance, quelques supporters sur le bord qui filment. Parfois la course à pied ou les départs en vélo, voilà, c'est quelques petites fractions d'images que j'aime bien revoir, ou même sur le dernier reportage des Sables d'Olonne, on se voit passer. Après, ça reste assez court, donc je dirais c'est plus réussir à parfois sur un entraînement, sur la fin d'un entraînement, où tu peux parfois être moins lucide, voir un petit peu comment tu réagis, qu'est-ce qui va pas, pour essayer de rester le plus économe possible, et parce que l'effort est long et qu'il va falloir arriver à gérer dans la durée, à essayer d'être le plus économe possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer parfois, même que ce soit en course à pied, sur la foulée, ou le positionnement des bras, ou même en vélo. Tous ces petits éléments-là, oui, ça peut être assez pertinent pour essayer d'encore s'améliorer et de progresser. Alors peut-être pour finir sur la partie handball, avant de passer dans l'épisode de demain sur la partie triathlon justement, est-ce que tu as pu soulever des coupes, remporter des médailles, avoir des sacres à ton palmarès en tant que handballeuse? Alors j'ai eu la chance à mes débuts, entre guillemets, de participer à une Coupe d'Europe que Nîmes a remportée. J'ai fait partie un petit peu de l'aventure. J'ai eu l'occasion de faire un match, donc de remporter la Coupe d'Europe. C'était la Challenge Cup, si mes souvenirs sont bons, en 2009. Et ensuite, j'ai eu aussi de très beaux souvenirs avec le club de Nîmes, où on a participé à de nombreuses finales de championnats, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue. Mais à notre plus grand regret, on a souvent échoué et terminé à la 2e place. Bon, c'est quand même pas si mal déjà de monter sur la 2e place du podium. Non, c'est sûr. En tout cas, moi j'en garde un excellent souvenir. C'est vraiment
un moment de vie et de sport que j'oublierai jamais et qui m'a beaucoup apporté. C'est voilà, comme ça, tu évolues en groupe et c'est, même si c'est des joueuses avec lesquelles tu joues sur un terrain et tu échanges le ballon, c'est avant tout des copines maintenant. Même elles viennent me voir parfois sur les triathlons pour m'encourager. Donc c'est une belle famille, une belle aventure et voilà. Non, après c'est des finales à Paris-Bercy, c'est des voyages à travers le monde entier pour passer des quarts, des demi en Coupe d'Europe. Donc non, c'est voilà, enfin pour moi j'ai pas une médaille d'or en particulier dans mon palmarès, mais j'ai en tout cas cette Challenge Cup et de beaux parcours en championnat de France où en général on était quand même en haut de tableau. Et voilà, après avec Nîmes en tout cas on avançait, voilà, enfin c'était un groupe qu'on avait construit qui a évolué ensemble, je dirais, pendant entre 5 et 6 belles années. Et malheureusement, notre club a coulé financièrement, ce qui a fait que je suis partie à Nantes pour trouver un autre club. Mais voilà, on avait vraiment une belle famille là-bas. Tu disais que tu n'avais pas de médaille d'or, en tout cas dans ton passé de handballeuse, à mettre en avant, ce qui n'est pas forcément le cas en triathlon. Alors Charlène, tu étais handballeuse, tu as switché vers un autre sport qu'est évidemment le triathlon. Donc je pense que tu es bien nommé pour nous dire comment tu es devenue triathlète. Moi j'ai quelques amis qui se sont mis au triathlon après être venus du foot notamment. Ils ont des capacités physiques et d'explosivité qui sont impressionnantes et ils m'épatent toujours, même sur du long. Je pense à certains amis et notamment Hadj, si tu nous écoutes, un petit coucou, qui s'éclate sur Ironman alors qu'il vient du foot. Deux sports qui peuvent paraître un peu antinomiques. Est-ce que le handball t'a aussi apporté ça, c'est-à-dire beaucoup d'explosivité? Tu nous as dit dans l'épisode d'hier que ça t'a aussi appris l'endurance, ça t'a aussi appris beaucoup de choses au niveau mental. Est-ce que toi tu penses que courir sur un petit terrain comme le handball, relancer systématiquement, revenir en arrière, repartir, ça t'a apporté beaucoup de choses sur la partie notamment course à pied en triathlon? C'est vrai que c'est des efforts qui peuvent paraître complètement différents. On a tendance à courir sur voilà, le terrain, il fait 40 mètres, donc c'est beaucoup d'allers-retours, de changement de direction, de changement d'appui. Donc c'est pas un sport qui est très linéaire à la base. Après voilà, c'est un sport aussi dans lequel j'ai débuté assez jeune, donc ça demandait quand même certaines qualités de base pour passer des critères de sélection. Donc je sais qu'en étant jeune, j'ai fait quand même quelques années de natation. J'ai eu aussi participé à quelques crosses. Donc c'est peut-être aussi ces années d'avant handball aussi qui m'ont permis de développer peut-être un petit peu des qualités d'endurance. Après, c'est sûr que durant le handball, c'était plus axé sur tout ce qui est explosivité, beaucoup de travail de puissance où tu passes quand même quelques heures en salle de musculation, donc tu cibles certaines zones musculaires ou chaînes même musculaires sur du travail de squat, de l'haltérophilie. Donc pour moi c'est complémentaire en fait. C'est des chaînes musculaires que tu te sers en course à pied. Tu t'apprends. Enfin voilà, il faut courir vite sur un terrain. Donc si déjà tu sais pas être aligné, être efficace même dans ta foulée, ça fonctionnera pas. Donc c'est quand même des bases que j'ai développées et qui bien sûr me servent dans le triathlon. Même que ce soit sur le vélo finalement, parce qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est peut-être même un de mes points forts, donc j'ai pas non plus fait énormément de vélo étant jeune. Donc c'est des bases que j'ai dû certainement me construire quand j'ai fait du handball, et ces qualités de puissance-là, bien sûr, se retranscrivent aujourd'hui. Et après, je continue à poursuivre ce travail-là, donc en créant des stress différents, parce que voilà, il faut progresser. C'est sûr que si tu proposes à ton corps toujours les mêmes efforts, ça fonctionnera pas. Donc justement, maintenant, essayer d'allonger l'effort sur la durée. Et voilà, c'est pour l'instant, j'ai l'impression que ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner encore quelques années. Et puis voilà, encore une fois, j'apprends sur moi. J'essaie de mettre de nouvelles choses en place petit à petit, mais tout en conservant
Voilà, essayer des fois d'aller en salle de muscu, des choses sur lesquelles j'ai été construite et que mon corps connaît bien, sur lequel il s'appuie et qui me permettent encore de progresser. On va revenir sur ton palmarès dans un instant, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais a priori, tu es parti rapidement sur du long ou du semi-long. Pourquoi en fait? Parce que c'est vrai que finalement, tu étais peut-être plus explosive avec le handball. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller sur du long? Tout simplement déjà parce qu'il fallait cocher une date. Donc qu'est-ce qui était le plus accessible? C'était le 73 de Nice en 2018. Alors, tu parles accessibilité en termes de date ou en termes de distance? Parce que un 73, c'est pas forcément accessible pour tout le monde à prime abord. Mais je dirais en termes déjà de date, j'avais arrêté le hand, du coup ma saison s'était terminée fin mai. Et je m'étais dit, ça me laisse, parce que c'était, si mes souvenirs sont bons, en septembre, mi-septembre. Donc ça me laissait quand même 2 bons mois pour m'y préparer. Et puis, après, j'avais déjà fait 90 km de vélo, j'avais déjà couru un semi, donc je savais ce que ça représentait. Après même en termes de en natation, c'est pas des distances qui me faisaient peur. Après j'avais envie aussi de me tester et de voir comment je pouvais réagir sur un effort un petit peu plus long. Après qu'est-ce qui m'a freiné sur le cours, c'était il faut être honnête, je suis pas aujourd'hui assez rapide en natation. On le voit encore sur du sprint ou même des distances olympiques, il faut aller assez vite en natation. Sur la première épreuve et pas perdre trop de temps. Donc c'est encore quelque chose que je maîtrise pas et c'est dur pour moi je me rends compte, c'est une des disciplines où c'est assez difficile de progresser rapidement. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Comme je le disais en introduction, tu avais bien nommé pour nous parler de ton switch. Comment tu es devenu triathlète? Alors, ça fait déjà 3 épisodes que tu nous dis que t'avais déjà des expériences dans chacun des sports. T'avais commencé à nager quand t'étais plus jeune. Et puis, là, au mois de mai 2018, t'arrêtes ta carrière de handballeuse. Comment est-ce que tu commences à t'entraîner en triathlon? Est-ce que tu t'attaches les conseils de personnes que tu connais, notamment ton frère dont tu nous as parlé dans l'épisode d'hier? Ou est-ce que tu te débrouilles tout seul? Est-ce que ton passé d'athlète de haut niveau, handball ou pas, t'a aidé à construire tes premiers entraînements de triathlon? Je dirais que déjà je m'intéresse beaucoup, donc je regarde un petit peu autour de moi. Ensuite j'avais validé un master 2 dans tout ce qui était expertise et optimisation de la performance sportive à Nantes. Donc c'est des acquis que j'ai dans tout ce qui est en termes de préparation physique, comment tu mets en place une planification et pourquoi, et qu'est-ce qui peut être intéressant. Donc c'est aussi un moyen pour moi de le tester et de voir si ça marche. Ensuite j'ai évolué pendant quelques années en première division, donc on te propose des entraînements que ce soit tout ce qui est de PMA ou de musculation en termes de charge, quel poids je vais utiliser, pourquoi quel exercice. Donc c'est des choses que j'apprends depuis quelques années et que je connais. Après bien sûr j'aime beaucoup m'entourer. J'avais fait le choix de m'entourer d'un préparateur physique, par contre qui n'était pas spécialiste du triathlon, mais un petit peu plus spécialiste de la course à pied, de sport collectif comme le basket. Et donc il m'a épaulée pendant je dirais même pendant 2 ans. Et ensuite bien sûr j'avais mon frère qui faisait du triathlon depuis quelques années, qui lui aussi avait un entraîneur. Donc c'est un petit peu avec toutes ces personnes là que j'ai souhaité échanger, créer un petit peu un entraînement mais sans aucune prise de tête. Au début je voulais vraiment garder toujours ce plaisir. Et puis cette curiosité de voir comment mon corps allait réagir, comment est-ce que cette distance allait m'aller, et puis aussi m'équiper, parce qu'on parle beaucoup d'entraînement, tout ça, mais il m'a fallu trouver un vélo, un vélo chrono, une position qui soit entre guillemets adaptée, une combinaison pour aller nager, un petit peu tout ça, et puis aussi questionner, aller voir sur les réseaux, beaucoup, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en place au tout début. Tout ça en 2 mois, quoi. Enfin, en 4 mois, entre mai et septembre. Voilà, c'est ça. Et puis, après aussi, mon frère avait fait un Ironman à Roth.
Il avait même fait une première compétition à 73, donc rien qu'aller sur l'événement, voir un petit peu comment réagissent les gens et les athlètes, regarder les transitions, tout ça, c'est des choses que t'apprends sur le tas en fait. Et c'est ce qui m'a permis ensuite d'arriver sur Nice en septembre. Non mais on y arrive du coup, Nice, il faut que tu nous racontes. Mais tout simplement, donc Nice a été le premier 73. Donc j'étais assez satisfaite et contente du résultat parce que j'arrive à décrocher une qualification au championnat du monde 73 en amateur. Donc là c'est un petit peu le déclencheur en fait qui m'a dit bon tu vas allier tes études de kiné, mais on n'arrêtera pas le sport de haut niveau et on va essayer de construire quelque chose d'intéressant parce que moi ça me plaît quand même toujours ce côté un petit peu performance, goût de l'effort et voir, essayer de se mettre un petit peu à l'épreuve, voir comment le corps réagit, enfin tout ça, essayer de comprendre aussi beaucoup de choses à travers soi. Et donc après, j'ai voulu à Vichy un petit peu voir ce qui se faisait en termes de club de triathlon, essayer de me rapprocher de personnes de ce milieu-là. Et j'ai été mise en contact avec les Sables d'Olonne. Donc ça a été mon premier club de triathlon. Donc maintenant, ça va faire 3 ans que je suis dans ce club. Et donc voilà, tout s'est un petit peu enchaîné. Et j'ai ensuite enchaîné donc sur une préparation pour le 73 des Sables d'Olonne pour la première préparation. Donc je l'ai pris un petit peu comme une préparation en vue des championnats du monde qui arrivaient donc en septembre 2019. Okay. Alors attends, parce que tu nous parles de Vichy et des Sables d'Olonne, donc tu regardais autour de Vichy ce qui se faisait comme club et t'as signé aux Sables d'Olonne. Alors pour ceux qui sont pas français, c'est juste un peu presque l'opposé en France. Oui. Faut que tu nous expliques. Oui, donc en fait tout simplement j'ai rencontré Johan Vincent donc qui a sa structure de Lifetree coaching sur Vichy, donc qui est aussi un ancien triathlète de très haut niveau. Et lui avait été donc pensionnaire du club des Sables d'Olonne, donc il connaissait très bien les présidents du club et donc il m'a mis directement en contact avec eux. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Après l'avantage du triathlon, c'est qu'on peut être dans un club qui reste quand même loin de là où on s'entraîne, mais sans être obligé d'être à proximité comme par exemple à l'inverse du handball, je dirais, où tu es obligé quand même d'évoluer dans la structure de ton club. Par rapport à ça, justement, du coup, comment est-ce que tu t'entraînes ? Tu t'entraînes toujours toute seule ou tu peux bénéficier quand même de l'accompagnement de clubs à Vichy cette fois-ci pour, je sais pas, corriger par exemple certains mouvements en natation, pour un peu de motivation en vélo ou en course à pied, ou c'est vraiment toute seule ? Non, là j'ai clairement mes premières années, donc après mon premier 73, quand j'ai souhaité préparer les mondiaux en amateur, en fait j'avais conservé mon entraîneur donc qui était plus axé sur la préparation physique, pas réellement spécialiste du triathlon. Et puis donc je m'entraînais un petit peu, je dirais environ 15 heures semaine avec un planning que je recevais toutes les semaines à distance. Voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Je suis allée jusqu'au championnat du monde où donc j'ai été très satisfaite. Ça a été une première année où j'ai pas voulu trop me prendre la tête. J'ai eu envie de voir un petit peu comment ça se déroulait, tout ça en menant mes études. Parce que j'ai pas d'aménagement de sportif de haut niveau à l'école de Vichy, donc il y avait aussi cet élément-là à prendre en compte. C'était pas toujours facile de s'entraîner. Et, enfin voilà, il y avait tout. Enfin, c'était assez délicat pour moi, donc j'ai voulu rester en amateur. Par contre, la deuxième année où je suis passée, je dirais, athlète professionnelle, là par contre j'ai décidé de prendre un entraîneur spécialiste du triathlon, donc Johan Vincent sur Vichy, justement pour avoir cette proximité, un petit peu de lien et de contact pour qu'il soit parfois là sur certaines séances, avoir ce feedback qui me permette encore de passer un cap, quoi. On va revenir un petit peu justement sur ces mondiaux parce que j'ai digressé pour revenir sur ton entraînement, mais donc ces mondiaux, tu y vas, tu t'es qualifié, tu nous l'as dit, à Nice en septembre 2018, tu vas aux mondiaux en 2019 et qu'est-ce qui se passe ? Déjà, où est-ce que c'est ? Comment est l'ambiance et qu'est-ce qui se passe pour toi, Charlène ? Moi, je dirais déjà c'était à Nice, donc c'était pour moi le top, je dirais clairement, parce que c'était la première fois que les championnats du monde avaient lieu en France. J'ai eu donc ma famille et des amis qui étaient déjà présents, donc c'était
déjà un bel avantage pour moi. Et après, je dirais que j'ai aussi eu aucune blessure ou problème durant ma préparation, avec un bon résultat sur la première édition des Sables d'Olonne juste avant, donc qui m'avait assez, je dirais, rassurée et permis d'arriver assez sereine sur ces premiers mondiaux. Donc après, la course à Nice s'est relativement bien déroulée. En tout cas, comme je le souhaitais, j'ai fait ma course en restant focalisée sur moi du début à la fin, avec une bonne partie vélo et un bon final en course à pied. Donc non, très 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 contente parce que déjà c'était assez nouveau pour moi. Je découvrais un petit peu le milieu, ça faisait seulement 1 an. Donc réussir à entourer de ses proches en France et après une année, je dirais, de préparation, non, j'étais très satisfaite. C'est ce qui m'a donné aussi envie de poursuivre déjà et de pourquoi pas tenter l'aventure en tant que professionnelle. Donc ce qui t'a donné envie de poursuivre, c'est évidemment ta victoire en catégorie d'âge de l'époque 26-29, c'est ça? Voilà. C'est ça, oui. Et donc, du coup, on parlait de stratégie de course, offensive, défensive. À quel moment t'as attaqué? Mais là, je dirais que comme d'habitude, sur le vélo, c'était un parcours avec beaucoup de dénivelé, le col de Vence, que je connais maintenant plutôt pas mal. Donc, non, un parcours qui me plaît beaucoup et dans lequel j'ai su, je dirais entre guillemets, attaquer au bon moment, faire les efforts quand c'était nécessaire, notamment sur ce col-là. Et après je savais qu'une fois qu'il était franchi, il n'y avait plus qu'à redescendre, essayer de rester concentré jusqu'à la fin et de faire les derniers efforts après en course à pied. Donc en fait, t'as été vite au début, t'as accéléré au milieu et t'as été à fond à la fin, c'est ça? Voilà, on va dire que c'était comme ça. L'esprit triathlon, ok, super. On a une belle présentation de toi, un beau détail de ta vie de handballeuse, un beau détail de ta vie de triathlète. On n'a pas encore fini, je pense. Je propose que dans l'épisode de demain, on revienne un petit peu sur tes doubles projets, parce que tu nous as glissé ça insigneusement, que tu as eu un petit master 2. Bon, on va revenir dessus, et puis sur tes études aussi de kiné, qu'est-ce que ça peut t'apporter, et puis comment tu arrives à mener tout ça de front, alors que, tu l'as dit, en triathlon, on est un petit peu moins accompagné que tu pouvais l'être en handball. Oui, c'est vrai que c'est totalement différent. On se retrouve un peu livré à soi-même parfois, mais bon, après, quand on sait bien s'entourer, en tout cas, de ses coachs et même parfois d'un groupe d'entraînement, ça porte et puis après, tout se passe bien en compétition, donc c'est l'essentiel. En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on parle des doubles projets que tu as menés. Tu étais sportive professionnelle en handball. Tu nous as glissé insidieusement hier que tu avais pendant ce temps-là passé un Master 2. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette période où tu es sportive, tu fais des études, combien de temps ça t'a pris, à quel point ça pouvait être compliqué ou pas, et puis quand t'as switché du handball vers le triathlon, tu t'es décidé aussi à switcher et à continuer tes études. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette étape-là. Je suis passionnée de sport, donc c'était pour moi important d'aller un petit peu creuser dans ce domaine-là. Donc déjà de par mes études et puis aussi de par une carrière de sportive de haut niveau. Après c'était clair et toujours très très clair même dans ma tête d'allier les deux. En fait, j'ai jamais voulu faire un choix. Et après la difficulté en France, c'est que on n'a pas vraiment d'aménagement ou même parfois tu t'aimerais trouver une structure qui t'encourage à allier les deux, à même à aménager un calendrier qui soit cohérent pour que tu sois fort dans les deux domaines, que tu aies des temps de récupération, des temps de travail, et parfois c'était assez délicat. Donc j'ai à côté du handball, j'ai été inscrite dans un UFR STAPS pour poursuivre donc un cursus qui me plaisait, donc d'abord une licence en entraînement sportif, et ensuite j'ai souhaité me spécialiser dans tout ce qui était préparation et optimisation de la performance sportive à Nantes, donc valider un Master 2. Mais dans un coin de ma tête, j'ai toujours eu envie d'avoir cette double compétence avec de la kinésithérapie à côté. Donc ça a été très très compliqué. Je me voyais pas passer un concours d'entrée en même temps qu'une carrière de haut niveau dans le handball, parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, peu de temps de repos, beaucoup de déplacements. C'était vraiment difficile et je pense que ça aurait demandé énormément d'organisation
et même parfois de faire un choix. Donc c'était pas quelque chose qui était faisable. Donc j'ai fait jusqu'à mon master 2 et ensuite donc j'ai arrêté ma carrière de hand, j'ai validé ce master et j'ai tenté un concours d'entrée donc pour une école de kiné et j'ai été reçue donc sur Vichy. Et après là même chose, j'ai rencontré un mur pour être honnête, pas d'aménagement non plus. Après il y a certaines écoles qui le proposent en France comme Montpellier ou encore Grenoble, mais à Vichy c'est pas encore mis en place donc voilà, aujourd'hui j'essaye de faire les deux, de m'organiser parfois d'aller en piscine tôt le matin et d'attaquer les cours à 8h et parfois de les terminer sur des grosses journées à 17h donc pour après enchaîner sur un autre entraînement. Donc voilà, après ça se fait, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de travail, des fois tu aimerais te reposer le soir après un gros entraînement, mais il te faut réviser, il faut réfléchir sur une étude de mémoire, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, de peu de temps de récupération, mais après c'est aussi un choix de vie et un bon équilibre que j'ai trouvé. Et voilà, j'en ai besoin parce que je pense que c'est important d'avoir ce projet-là en tête et d'arriver à le finaliser pour aussi être serein une fois que ta carrière de sport de haut niveau s'arrête. Parce que pour revenir sur mes années de handball, on a eu malheureusement notre club de handball à Nîmes a coulé financièrement, donc du jour au lendemain, la clé sous la porte, on t'annonce que t'as plus de contrat, que c'est terminé et il te faut te débrouiller. Donc t'as beaucoup de joueuses qui avaient pas anticipé ce projet-là, en tout cas pour la suite ou leur après carrière. Donc c'est très difficile quand parfois même t'as une vie de famille. Enfin voilà, c'est des choses pour moi qui étaient très importantes et que j'ai toujours en tout cas fait attention à ça. Et puis voilà, après je prends beaucoup de plaisir. C'est un domaine qui me plaît, donc c'est pas une contrainte. Après voilà, ça demande beaucoup d'organisation. C'est vrai que ça fait du bien aussi de pouvoir stimuler un peu l'esprit à côté d'un mode de vie finalement où on est beaucoup dans l'activité physique quoi. Donc ça fait du bien de stimuler un peu les deux, je trouve. Après c'est vrai que on peut avoir tendance à se dire en fait à partir du moment où on a terminé notre entraînement, il nous reste plus qu'à réviser, donc en fait on peut être tranquille dans le canapé et ça va, c'est facile, sauf qu'au final on n'a qu'un seul système nerveux et on le stimule que ce soit mentalement ou physiquement, au final c'est le même système nerveux et il y a un moment il a besoin de repos effectivement, donc je comprends, c'est pas toujours évident. Ouais. Je dirais que parfois t'as envie d'être à 100% dans les deux, donc parfois c'est là un petit peu c'est un petit peu la limite pour parfois progresser. Donc moi c'est sûr que j'aimerais, enfin en tout cas il me reste encore 1 an pour valider mon diplôme et après j'aimerais pourquoi pas essayer de trouver soit un travail qui me libère un petit peu plus de temps et pour voir justement la différence en fait, me dire aujourd'hui j'ai entraînement, je suis focalisée que là-dessus, j'ai pas d'autres préoccupations ou de choses qui me prennent beaucoup d'énergie à côté et voir un petit peu juste si tu progresses peut-être plus vite ou au contraire si le fait d'avoir autre chose ça te libère un petit peu l'esprit et ça te détache aussi du triathlon parce que parfois c'est important de prendre la distance avec ce que tu fais tous les jours, mais voilà, j'ai envie de voir et de tester cette opportunité-là et d'avoir aucun regret. Donc voilà, après être diplômée, j'essaierai quand même de faire une bonne année de triathlon pour voir ce que ça peut faire si j'arrive encore à progresser et voilà, valider d'autres paliers. Je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup des auditeurs parce que finalement, la plupart des triathlètes sont des triathlètes amateurs, donc fatalement ils travaillent sur le côté ou au moins ils étudient ou voilà, en général ils ont souvent quelque chose d'autre et donc finalement cette question de la gestion du temps pour le triathlète elle est fondamentale. C'est quoi tes quelques trucs et astuces, c'est quoi tes 3 meilleurs trucs pour gérer ton temps? Pour gérer mon temps, je dirais déjà je me lève, je sais un petit peu ce qui m'attend. Je dis pas que je vais pas écrire tout ce que je dois faire et tout, mais en tout cas je l'ai bien en tête et c'est un petit peu des petits objectifs que j'essaie de valider au cours de ma journée. Et après ensuite j'essaie de
de pas brûler certaines étapes et de faire attention à des éléments qui pour moi semblent importants, comme les nuits, être bien reposé, pas se coucher non plus hyper tard parce que après il faut enchaîner le matin, essayer de bien manger aussi. Ces petits éléments-là qui parfois paraissent anodins mais qui pour moi sont quand même essentiels quand t'as peu de temps à côté pour te reposer, ou voilà, pour faire même rien que des soins avec un kiné, ou voilà, prendre t'étirer ou aller te balader. Vraiment ça j'ai pas le temps aujourd'hui de le mettre en place. Donc moi, personnellement, j'essaye, par le biais aussi de ce que j'apprends, des petites choses simples et efficaces à mettre en place, au cours de ma journée ou sur la semaine. Tu parlais de nutrition, c'est vrai que la nutrition, c'est extrêmement important évidemment. L'idéal, c'est de cuisiner. Ouais. Mais bon, en même temps, ça prend du temps. Et comment tu gères ça? Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de patience ou forcément beaucoup de temps pour me faire à manger ou tout ça. Ouais, je parlerais plutôt de temps, parce que la patience, quand on voit les études que tu fais plus le sport, je me dis que t'en as quand même pas mal, non? Mais après, ce que j'essaye de faire, c'est de cocher des choses, des aliments qui restent sains et bons pour moi. Essayer de, par exemple, de faire parfois des gros plats sur le week-end que je peux, ça me permet de gagner du temps sur la semaine. Tu fais du batch cooking. Voilà. Mais j'ai pas forcément de restrictions ou de choses. Au contraire, j'essaie de me faire plaisir et de manger des choses qui soient saines et bonnes pour moi, quoi. C'est hyper passionnant, je trouve, la partie, au-delà de l'alimentation, c'est la partie vraiment cuisine, quoi. C'est comment est-ce que le triathlète s'organise, parce que finalement t'as vraiment un compromis entre il faut que je cuisine des aliments sains et donc que je prenne vraiment le temps de faire mes courses, de choisir mes aliments, de cuisiner, etc. Et en même temps il y a l'autre contrainte de j'ai pas le temps, il faut que je fasse un truc rapide, quoi. Et donc comment tu fais pour allier les deux, et ça, je pense que c'est un sujet qui est vachement intéressant. Il faudra qu'on se fasse une semaine spéciale cuisine, Hermano. Ouais, ce sera bien pour la V2 du livre Devenir triathlète qui va sortir bientôt, où on pourra parler justement du batch cooking et autres. On pourra mettre des fiches de recettes. Exactement, on fera ça. Charlène, tu nous as aussi parlé rapidement de la suite. Donc pour la suite, t'aimerais bien l'année prochaine, une fois que tu auras fini tes études, te donner une année entière pour te consacrer au triathlon. Est-ce que si on te posait la question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou dans 10 ans, t'as déjà une vision, une vue, une imagination de ce que ça pourrait être? C'est difficile de se projeter. Après, moi je suis plus quelqu'un qui vit dans l'instant présent et qui essaie de profiter au maximum et de surtout avoir aucun regret. Donc j'ai tendance à prendre toutes les opportunités qui se présentent, et en tout cas quand j'ai décidé de passer professionnel dans le triathlon, c'est sûr que pour moi j'ai un petit projet, des objectifs en tête, mais je parle aussi d'abord de micro-objectifs, et pour moi c'est un travail de longue haleine. En fait, je me projette, je dirais que c'est du travail sur du long terme. Après, il est clair pour moi que aujourd'hui, j'ai encore envie d'apprendre, de tester de nouvelles choses, parce que pour moi, je suis qu'au début. Même quand tu échanges avec des triathlètes comme Frédéric Van Lier que vous avez eu récemment, il dira que c'est beaucoup de régularité, au quotidien, c'est beaucoup de longues années de travail, et c'est au fur et à mesure que tu te découvres et que t'apprends à mettre de nouvelles choses en place. Donc moi, je procède par étapes. Ça sera peut-être déjà sur le matériel, sur des changements de position, sur l'alimentation, comme on disait tout à l'heure. C'est un tas de choses, et c'est ce qui est intéressant dans le triathlon, c'est que t'as un tas d'éléments à aller voir, à aller retravailler. Et pour moi, déjà, rien qu'en termes de distance, aujourd'hui j'évolue sur du 73, mais dans un coin de ma tête, ce que j'aimerais, c'est essayer un longue distance sans trop tarder. Parce que déjà, certainement, j'arrive sur un âge où, on dira que c'est un âge où on réagit bien sur le long distance, où j'aimerais aller voir un petit peu ce que je suis capable de faire, et bien sûr, pourquoi pas essayer de me qualifier à Hawaï dans quelques années. En tout cas, pour moi, ça serait comme un rêve, et j'essaye de travailler pour ça, et voilà. Après, j'ai pas envie de me presser forcément. Je sais qu'il faut être énormément patient. J'ai fait que 2,73 en tant que professionnel.
J'espère en faire encore en septembre prochain, mais voilà, j'apprends clairement tout le temps sur ces compétitions-là. C'est comme ça que je vois les choses. En fait, c'est au fur et à mesure que je vais apprendre, que je vais découvrir et que, enfin voilà, ça va être, le travail est encore long et c'est tout ce chemin-là qui sera intéressant en fait. Bon bah écoute, pour revenir sur Fred qu'on avait eu, comme tu l'as dit, à ce micro, il a gagné à Hawaï à 34 ans, donc t'as encore un peu de marge, t'as encore 3 ans pour te qualifier et 1 an pour gagner, c'est bon, non? Ouais, j'aimerais pouvoir dire ça, mais la marche est très très haute quand on voit que ça soit des triathlètes comme Daniel Arif ou encore Lucie Charles, c'est une autre dimension mais voilà, c'est des filles que j'aime regarder. Encore une fois, on apprend beaucoup de choses sur les courses, rien qu'au contact de filles comme Manon Genet ou j'en oublie, Jeanne Collonge ou même Alexia, toutes ces filles-là, c'est des filles qui évoluent depuis quelques années sur le circuit, mais voilà, je savais que c'était en passant professionnel et en me mesurant à ces filles-là que je pourrais apprendre et progresser. Donc voilà, ça va me permettre d'engranger de l'expérience et ça va se faire sur les compétitions. Donc j'espère qu'il y en aura plus. Aujourd'hui, j'ai pas pu en faire beaucoup à cause des conditions sanitaires sur ma première saison de triathlon en tant que pro. Donc j'espère que voilà, sur ça sera différent en tout cas à l'avenir. Et puis voilà quoi. Après je souhaite de pouvoir aller à Hawaï déjà et après on verra le résultat là-bas. C'est le pire qu'on te souhaite. Charlène, merci beaucoup pour ta participation à notre podcast. Ça fait toujours plaisir de recevoir déjà des triathlètes féminines et puis en plus des gens qui sont passionnés et puis qui, même si tu dis que t'aimes vivre dans l'instant, on sent que tu prépares quand même les choses avec attention. On te souhaite bon courage pour la suite. Si nos auditeurs, nos auditrices souhaitent te suivre, échanger avec toi, rentrer en contact avec toi, quel est le meilleur moyen? Instagram peut-être? Oui, je dirais Instagram ou j'ai une page athlète aussi Facebook. Alors après, voilà, je prends le temps de répondre. C'est pas toujours évident de répondre assez spontanément avec les études et tout ça à côté. Parfois, je mets un petit peu de temps, mais en tout cas, je le fais et avec grand plaisir. Génial. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On a passé un bon moment. Mais merci, c'était un plaisir d'échanger et de vous rencontrer et je continuerai à vous suivre. On fait de même. Super, merci beaucoup et on espère se croiser un de ces 4 sur une course. À bientôt Charlène. Merci beaucoup. Salut, bon week-end. Salut. Ciao, bon week-end. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.